Ce qui s'est passé ici, au milieu de l'océan Pacifique, reste difficile à expliquer. La marine a reçu des rapports faisant état d'un objet géant potentiellement posé sur le fond de l'océan. Personne ne savait à quoi s'attendre, et tout le monde est resté bouche bée lorsqu'un énorme ancien avion a été soudainement sorti de l'eau. Mais ce n'était que le début. Lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, les choses sont devenues encore plus folles. Lorsque la marine est arrivée sur les lieux, elle l'a fait avec un grand navire grue. C'était un navire qu'ils utilisaient très rarement. Mais selon les sources, ce cas était particulier. Des rapports sont arrivés d'un bateau de croisière qui avait traversé cette partie de l'océan quelques jours auparavant. Apparemment, leur radar à bord avait repéré un objet inconnu géant sur le fond de l'océan. Les appels concernant cet objet étaient intrigants, mais avant que la marine ne puisse intervenir, elle avait besoin de preuves. Leur temps et surtout leur module de grue étaient coûteux. Ils restaient en stockage pour n'être utilisés que pour des missions importantes. Mais lorsque le commandant naval a vu l'image fournie par le radar du bateau de croisière, il a immédiatement appelé son équipe et leur équipement à action. Après le trajet, l'équipage et leur grue ont atteint l'emplacement de l'objet détecté. Tout le monde était concentré et prêt alors que les gros câbles de la grue étaient descendus dans les profondeurs de la mer, accompagnés d'un robot plongeur. Tout le monde sur le navire était rivé à l'écran montrant les images de la caméra. Ainsi, lorsque le robot a montré l'image d'un grand avion sur le fond de l'océan, des exclamations ont retenti tout autour. Personne ne s'attendait à ce résultat. Même le capitaine du navire est resté silencieux. L'avion était immense. Comment est-il arrivé là? Et que pouvait-il y avoir à l'intérieur? Le robot plongeur de la marine a ancré les câbles à des points de fixation sur l'avion, puis le travail a été transféré au module de grue à bord du navire. Les câbles ont été rétractés d'un coup de manette et l'avion a commencé à s'élever. Ce n'était pas une tâche facile. L'avion était bien plus grand que ce que l'équipage naval avait initialement prévu et, à chaque centimètre soulevé, la grue gémissait et grinçait. Après un tirage soutenu et des grognements mécaniques, la grue a finalement amené l'avion à la surface. Il était clair pour tout le monde à bord que l'avion avait passé de nombreuses années au fond de l'océan. Et ce n'était pas seulement le design vintage qui trahissait son âge. Tout le fuselage était corrodé, recouvert de couches épaisses de rouille, masquant toute inscription visible. C'était un problème, car ils avaient besoin d'une identification avant de rédiger des rapports ou de faire correspondre l'avion avec des dossiers d'avions disparus. Nous devons tout savoir sur cet avion, a déclaré le capitaine de la marine à son équipage. Avec les ailes maintenant exposées et le corps principalement stable, quelqu'un devait entrer pour enquêter. Les ailes formaient un pont sûr, a-t-il ajouté en observant le groupe. Qui va se porter volontaire pour cela? La curiosité n'était pas le problème. Tout le monde autour du capitaine voulait des réponses, mais la peur de ce qui pouvait se trouver à l'intérieur de l'épave les retenait. Personne n'a immédiatement avancé et la tension a monté dans le silence. Il a donc fallu tirer au sort pour décider. La logique derrière le choix de deux personnes était simple. Ils avaient besoin de réponses rapidement et deux paires d'yeux seraient utiles. Cependant, comme l'avion restait suspendu et instable, la sécurité limitait le nombre à deux personnes à la fois. Après un tirage rapide, il a été décidé que Rick, de l'équipage du pont, et Stuart Mark seraient les explorateurs de l'intérieur de l'épave. Encouragés par leurs camarades au-dessus, les deux hommes ont descendu le côté du navire en utilisant une étroite échelle en fer. Le cœur battant et les mains légèrement tremblantes, Rick et Mark ont descendu le dernier mètre et ont atterri doucement mais fermement sur la surface de l'aile métallique usée de l'avion. Une fois arrivés, Rick et Mark ont signalé qu'ils étaient en sécurité et ont relayé la même information par Talkie-Walkie. La communication constante était vitale, non seulement pour partager les découvertes, mais aussi pour garantir la sécurité. Si quelque chose tournait mal, l'aide devait arriver rapidement. Une fois cela confirmé, les deux hommes se sont stabilisés et ont marché lentement à travers la grande aile métallique vers la section principale de l'avion mystérieux. L'avion n'avait aucune fenêtre, donc l'entrée n'était pas difficile. Ils ont choisi l'ouverture centrale pour accéder à l'intérieur. Rick a aidé Mark à monter puis s'est glissé derrière lui. Des rangées de sièges de passagers restaient encore, chacun numéroté. C'était un avion de passagers, a déclaré Rick par Talkie-Walkie. Quelques instants plus tard, ils ont trouvé quelque chose de plus significatif. Sur un des sièges, un numéro de série rouillé pouvait encore être lu. Mark cligna des yeux et se tourna vers Rick. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » demanda-t-il, la voix tendue par la confusion.
Rick haussa les épaules et poursuivit sa recherche, espérant que quelque chose à l'intérieur pourrait révéler des réponses cruciales. Après avoir fouillé la cabine sans succès, les deux hommes se sont dirigés vers la seule zone encore intacte, le cockpit du pilote. C'était aussi la seule section avec une porte. Prêt à tirer ? Demanda Rick. Mark hocha fermement la tête. Rick avait déjà essayé d'ouvrir la porte du cockpit avec la poignée rouillée, mais un léger tirage n'avait aucun effet. Elle était complètement scellée. Les deux hommes ont mis tout leur poids derrière l'effort, tirant avec force et détermination. Leurs bras se sont tendus jusqu'à ce qu'un fort grincement métallique retentisse. La porte a commencé à céder. Lentement mais sûrement, elle s'est ouverte, révélant ce qu'elle cachait, un vieux poste de pilotage qui semblait sortir d'un film d'espionnage. Boutons, leviers et cadrans clignotants recouvraient toutes les surfaces. L'intérieur était remarquablement préservé malgré l'âge de l'avion. Parmi l'équipement analogique se trouvait quelque chose de beaucoup plus intrigant, une boîte métallique rouillée, scellée depuis des années sous l'eau, qu'ils ont ouverte avec effort. À l'intérieur se trouvait un sac en plastique scellé, intact et protégeant un enregistreur. Rick et Mark échangèrent un regard, puis contactèrent leur officier commandant par radio à propos de la découverte. Le capitaine leur ordonna d'ouvrir le sac. À leur grande surprise, le plastique avait parfaitement préservé l'enregistreur. Avec un optimisme prudent, ils refermèrent le sac et se préparèrent à l'embarquer. Si les données de l'enregistreur avaient survécu, elles pouvaient contenir des informations précieuses du passé. De retour sur le navire, le sac scellé fut ouvert avec précaution et l'enregistreur placé sur la table centrale de l'équipage. Le capitaine inséra de nouvelles piles et appuya sur lecture. Pendant un instant, seul un grésillement de statique se fit entendre. Puis une voix émergea. C'était le pilote de l'avion écrasé. Il décrivit une tempête soudaine qu'ils avaient rencontrée, qui avait gravement endommagé un moteur. Forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence, le pilote et les passagers survécurent à l'impact, mais l'avion s'enfonçait rapidement. Il ordonna aux passagers d'utiliser les radeaux de secours pour se diriger vers l'île la plus proche visible sur leur système de navigation. Avant de partir, le pilote enregistra leurs coordonnées et scella l'appareil dans le cockpit, espérant que quelqu'un finirait par le trouver. À la fin de l'enregistrement, la pièce tomba dans le silence. L'équipage comprit l'importance de la découverte. Sans débat, ils entrèrent les coordonnées et redirigèrent le navire vers l'île. Pendant le voyage, l'équipage échangea des théories. Certains craignaient que les passagers aient péri, tandis que d'autres se demandaient s'ils avaient survécu mais n'avaient pas laissé de traces. Quelques-uns, dont Rick et Mark, s'accrochaient à l'espoir. Environ 20 minutes après le départ, la Terre apparut à l'horizon. L'excitation envahit l'équipe. En arrivant sur l'île et en jetant l'ancre, l'équipage posa le pied sur le rivage, d'abord sur le sable humide puis sur la terre ferme. Les coordonnées correspondaient parfaitement. Devant eux se tenait une île silencieuse, immobile et apparemment dépourvue de vie, mais indéniablement celle mentionnée dans l'enregistrement. Malgré cette immobilité, ils ressentirent qu'une histoire plus profonde se cachait sous la surface. L'équipage se divisa en équipes et commença à explorer le terrain. Mais l'île ne livrait aucun indice, pas d'empreinte, pas de reste de camp, aucun signe de vie. Le silence inquiétant persistait. Certains commencèrent à douter de l'objectif de la mission. D'autres continuaient, déterminés à trouver des réponses. Bien qu'aucune preuve immédiate n'apparût, la découverte de l'enregistreur et de son message avait ravivé un mystère vieux de plusieurs décennies. Que s'était-il passé pour les passagers après l'atterrissage ? Étaient-ils arrivés en sécurité ? Cette île était-elle leur dernier refuge ? Ou avaient-ils quitté l'île avant que quelqu'un n'arrive ? Avec l'île en vue et l'enregistreur en main, le voyage de l'équipage avait changé. Il ne s'agissait plus d'une simple mission de récupération, mais d'une quête de vérité. Quelque part au-delà du silence, il semblait qu'une partie de l'histoire attendait encore d'être découverte. Plus profondément dans la jungle, l'équipage tomba sur une clairière. Bien que la nature ait commencé à la reprendre, l'espace semblait délibérément aménagé. Rick montra des contours dans le sol ressemblant à un petit jardin. Les autres se rassemblèrent pour inspecter, reconnaissant des signes d'activité humaine passée. Quelqu'un avait clairement vécu ici. Bientôt, d'autres preuves apparurent, des morceaux de tissu accrochés aux branches, un pot fondu, le contour léger d'un foyer. Ce n'étaient pas des artefacts anciens, mais assez anciens pour confirmer une survie à long terme. Ils ont survécu, murmura Mark. Au moins pendant un temps. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient plus loin,
l'ambiance changea. L'air devint dense et un silence inquiétant s'installa. Soudain, des ombres se déplacèrent. Des figures apparurent des broussailles, alertes et observatrices. L'équipage leva instinctivement les mains, essayant de paraître inoffensif. Les personnes devant eux, d'âge varié mais toutes fortes et méfiantes, ne dirent rien. Une femme âgée fit un pas en avant et leur fit signe de la suivre. Sans autre option, ils obéirent. Par des sentiers sinueux, ils furent conduits vers quelque chose d'inattendu, un village. Des huttes bien construites, des jardins cultivés et des animaux en enclos témoignaient d'une société prospère et autosuffisante. L'île n'était plus seulement un lieu de survie. Elle était devenue un foyer. Au centre du village se trouvait une grande hutte. À l'intérieur, un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux perçants leva les yeux et sourit. « Vous nous avez trouvés, dit-il. Je suis le pilote. Avez-vous trouvé mon enregistrement ?» L'équipage était stupéfait. Il avait attendu des décennies, accroché à l'espoir que quelqu'un viendrait. Le pilote, désormais âgé, raconta leur histoire. Après l'atterrissage, ils utilisèrent des radeaux pour atteindre l'île. Lorsque le secours n'arriva pas, ils cessèrent d'attendre et commencèrent à construire. Au fil des années, de nombreux passagers originaux disparurent, mais leurs enfants prospérèrent, fondant des familles et créant une nouvelle vie à partir des ressources de l'île. L'équipage de la marine leur offrit un moyen de revenir dans le monde moderne. Le navire avait assez de place pour tout le monde, mais beaucoup de la jeune génération hésitait. Cette île était le seul monde qu'ils avaient jamais connu. L'idée de la quitter était écrasante, même avec la promesse de quelque chose de plus. Le pilote s'adressa à eux avec force et calme. « Nous avons construit quelque chose de solide, dit-il. Mais le monde a plus à offrir. » Ces paroles avaient du poids. Peu à peu, les villageois acceptèrent l'idée. Un par un, ils donnèrent leur accord. Les préparatifs commencèrent. Les adieux furent émotionnels. Cette île avait tout été pour eux. Mais l'avenir les appelait. Plus de 80 personnes embarquèrent sur le navire de la marine. Certains en larmes, d'autres excités. Tous changés à jamais. De retour, les survivants furent accueillis chaleureusement. Les contrôles médicaux confirmèrent leur santé et le gouvernement les accueillit, leur fournissant des logements dans une ville tranquille. Bien que le nouvel environnement paraisse étrange, ils s'adaptèrent rapidement, aidés par le fait de pouvoir rester ensemble. Sous la guidance du pilote, ils trouvèrent leur place, contribuant à la communauté dans l'agriculture, la construction et d'autres métiers connus. Bien que la vie ait changé radicalement, ils restèrent étroitement liés, unis par leur histoire commune. Un an plus tard, le pilote décéda à un âge avancé. Sa mort fut une perte profonde. Lors de ses funérailles, Rick, Mark et l'équipage de la marine furent surpris par le nombre de présents. L'homme qui avait guidé un peuple oublié était devenu aimé dans ce nouveau monde. Son héritage perdurait non seulement dans les mémoires, mais dans la communauté résiliente et unie qu'il avait contribué à construire. L'île était derrière eux, mais elle ne serait jamais oubliée.